Bonsoir à tous, on va bientôt commencer, on attend juste qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Donc aujourd'hui, live de physique-chimie, on va corriger comme d'habitude un sujet du bac. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est bac français Polynésie jour 1. Donc on va faire l'exercice 1. Bonsoir Sheikh. Donc du coup, l'exercice 1 ici, c'est un exercice d'électricité. On va faire un peu d'électricité, donc circuit RC, calcul de capacité, équation différentielle. Et puis on va voir un peu le détail de l'expérience de Millikan. On va avoir un peu de graphes à analyser et puis quelques questions un peu ouvertes. Du coup sur cet exercice qui est très intéressant, qui est pas commun mais qui est très intéressant. Donc étant donné que vous êtes pas mal à m'avoir demandé du coup de faire un peu d'élec, parce que je crois que c'est la période là où vous faites un peu d'élec en cours. Donc du coup on va traiter l'élec ce soir. Et si jamais vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Donc, je précise juste, le live de ce soir va se faire en 2 parties. Donc là, on va d'abord corriger l'exercice 1, donc l'exercice d'élec. Et ensuite, je passerai sur PC pour vous proposer un quiz. D'accord? Donc pour ceux qui savent pas, donc on a créé avec l'équipe un groupe WhatsApp il y a quelques jours. Donc on est déjà vraiment pas mal, hein. On doit être plus de 200 dans le groupe WhatsApp. Donc d'ailleurs, en passant, n'hésitez pas si jamais vous voulez rejoindre le groupe d'entraide, pour vous challenger, ou si vous avez des questions, vous avez besoin qu'on vous accompagne, etc. Pensez vraiment à rejoindre le groupe. Donc il y a le groupe de maths et le groupe de physique, c'est dans une communauté WhatsApp. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, vous allez en bio, vous cliquez, vous allez tout en bas, vous avez le lien du groupe WhatsApp. Ok, donc dans le groupe WhatsApp, notamment ce qu'on fait, c'est qu'on fait des quiz. Donc j'envoie des quiz, donc une fois par semaine dans le groupe, et donc les membres du groupe ils ont 24 heures pour compléter le quiz. D'accord? Donc ce soir on va corriger le quiz. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, donc je vais vous le faire refaire, hein. Je passerai sur PC, je vous montrerai, donc vous pourrez vous connecter, vous pourrez juste répondre aux questions, etc. Donc c'est à temps limité, hein. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant, et comme ça je corrigerai les questions du coup. Du moins, je donnerai des éléments de correction à l'oral. Et voilà. Oui, moi, le stage est payant. Alors, le stage, c'est 110 € pour toute la semaine. On a vraiment essayé de faire un tarif vraiment pas élevé, hein, vraiment juste pour compenser le fait qu'on soit tous en congé, qu'on soit tous mis off du coup pour pouvoir vous accompagner sur le stage. Ok, d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'inscrire au stage, le lien est juste en bio. Donc en bio, vous cliquez, c'est les 2 premières options en fonction de est-ce que vous voulez faire le stage de maths ou le stage de physique. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, à regarder toutes les infos. C'est vraiment très très bien expliqué, donc voilà, vous pourrez choisir. Ok, donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc 2 parties, on corrige l'exercice et ensuite donc je vais relancer le live, je vais passer sur PC pour qu'on puisse faire le quiz. Ok, donc exercice 1, l'expérience de Millikan revisitée par des chercheurs suédois. En 1913, Robert Millikan démontre que l'électron possède une charge électrique élémentaire négative. La valeur absolue actuellement admise de la charge portée par un électron est E égale à 1,602 fois 10 puissance moins 19. Ok. Alors, je vois qu'on est 160, il y a 5 likes sur le live. Alors, je sais que vous êtes vraiment concentrés là déjà, mais pensez vraiment à liker, hein. Ça fait vraiment plaisir, et je me dis pas, ok, je suis seul sur le live, j'ai 5 likes. Bon, est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Voilà. C'est vraiment important, parce que moi, quand je regarde le live, je vois pas de commentaires, je vois pas de likes. Donc, je me dis, est-ce qu'ils sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la physique ce soir? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils en ont marre de faire les sujets du bac, etc.? Est-ce qu'on arrête tout pour ce soir? On réessaye demain matin. Donc n'hésitez pas à vraiment commenter, liker de temps en temps au fur et à mesure des questions, vraiment montrer que vous êtes là. Voilà, moi je suis là je suis tout seul ce soir, j'ai pas l'équipe avec moi, donc ça permet vraiment de me porter et ça permet de rester motivé.
D'accord, ça fait quelques mois qu'on a commencé, mais voilà, donc on peut de temps en temps avoir une baisse de régime. Pensez vraiment à nous envoyer de la force, à nous encourager. Ok, merci à ceux qui like. N'hésitez pas à partager à vos amis, etc. Ok, donc on est parti. En faisant tomber une goutte d'huile chargée négativement entre les plaques d'un condensateur plan, Robert Millikan calcule que la charge électrique totale Q portée par la goutte correspond à un nombre entier n de charges élémentaires moins E. Ok, donc là, on a une goutte de charge Q et Robert Millikan a démontré que la charge totale, en fait, c'était un nombre entier de charges élémentaires. D'accord ? Autrement dit que la charge, en fait, était constituée donc la goutte était constituée de plusieurs électrons qui lui donnaient une charge totale et que chaque électron avait en fait une charge précise moins E. Okay. La charge totale de la goutte est donc naturellement Q égale moins N fois E avec N entier naturel. Ok, donc l'objectif de l'exercice est de comprendre comment des physiciens de l'université de Gothenburg en Suède ont directement observé en 2021 la proportionnalité entre la charge totale Q portée par une goutte d'huile et la charge élémentaire E. Donc, première partie, établissement d'un champ électrique uniforme entre les plaques du condensateur plan. Ok, on y va. Les chercheurs ont utilisé, pour former un condensateur plan, 2 plaques métalliques séparées par un diélectrique. Ok, jusque-là, c'est normal. On réalise un circuit électrique représenté en figure 1. Alors, le chapitre ici, c'est de l'électricité. Représenté en figure 1, comprenant un générateur délivrant une tension continue UG égale à 666 volts, un conducteur ohmique de résistance R de valeur A égale à 10 méga-ohms, et le condensateur, donc on va surligner ici évidemment, et le condensateur de capacité C. Un interrupteur K permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. À la date T égale 0, le condensateur est initialement déchargé. D'accord ? Donc je commence dans mon sujet à surligner les infos importantes. Ok, très bien. Donc je regarde ici mon circuit, j'ai une résistance, j'ai mon générateur, j'ai le fameux condensateur, j'ai les charges qui sont représentées et puis j'ai mon interrupteur. Ok. Première question, écrire la relation existante entre UC, UR et UG du circuit de la figure 1. Ok, oui, on peut surligner R vu que j'ai pris C et puis j'ai pris UG. Ok, bon, l'interrupteur, en général, on s'en sert pas, donc pas besoin forcément de surligner. Ok. Donc ici, on va écrire donc la relation entre la tension aux bornes du condensateur UC, aux bornes de la résistance et aux bornes du générateur. D'accord? Donc pour ce faire, on utilise la loi des mailles. Donc d'après la loi des mailles, d'accord, donc là j'ai qu'une seule maille, ok. Donc pour appliquer la loi des mailles, bon, vous choisissez un sens de parcours. Supposons que je choisisse ce sens-ci comme étant le sens de parcours. Et toutes les flèches qui vont être dans ce sens, je vais les compter positivement. Donc dans ce sens, j'ai UG. Et toutes les flèches que je vais rencontrer dans le sens contraire, donc là je parcours dans ce sens, toutes les flèches que je rencontre, okay, donc dont je rencontre ici le sommet, vont être comptés négatifs. D'accord? Donc là, j'ai UG compté positivement. J'arrive ici, je rencontre UR compté négativement. J'arrive ici, je rencontre UC compté négativement. J'ai donc UG moins UR moins UC égale 0. Ok, alors là, c'est pas la loi d'Ohm, parce que la loi d'Ohm te permet de donner la relation entre la tension et l'intensité aux bornes du condensateur. D'accord? Donc, tu es vraiment aux bornes de ton condensateur ici. Voilà, tu as AB et tu veux donner la tension UAB. D'accord? Donc, qui correspond à la tension ici. Et elle te dit que c'est R fois I. D'accord? Ça, c'est la loi d'Ohm. Mais là, ce que tu veux faire, c'est que tu veux donner la relation entre toutes les tensions qui sont représentées ici sur ton circuit, là, tu as vraiment besoin d'appliquer la loi des mailles. Ok, donc voilà notre loi des mailles qui est écrite. Ok, très bien, passons à la suite. Donc, question 2, ici, donc à l'aide de la relation précédente, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur lors de la charge est D2UC sur DT plus 1 sur RC UC de T égale UG sur RC. Ok, donc on est parti.
Donc la Q1, c'était fait. Donc là, pour cette question, vous avez un peu l'habitude, hein, mais en fait, on part de la loi des mailles et on essaie de remplacer UG et UR par des expressions qui ne sont uniquement fonction que de UC. Enfin, UG non, mais plutôt UR. D'accord? Puisque là, dans notre résultat final, on a UG. Okay, donc à partir de là, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc je vais essayer de le faire ici, comme ça du coup on a le circuit en même temps. Oui, c'est du niveau terminal. Bonsoir. Donc ici pour la Q2, donc on a notre équation ici que j'appelle 1. Donc là vous mettez d'après la loi d'Ohm. D'accord. D'après la loi d'Ohm, on a UR qui vaut RI. Ok. Or, l'intensité ici, vous savez, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. D'accord? Donc, j'ai pas mis I de t, mais c'est I de t également. Et la charge ici, ça correspond à quoi? On va la caractériser par rapport au condensateur. D'accord? Donc, pour le condensateur, hein, je ne mets pas les phrases qui sont au milieu, mais pour le condensateur, vous avez Q égale Q. Donc, Q égale C fois UC de t. Ok, ce qui fait que mon intensité ici, c'est dérivé de C UC de t sur dt. Donc évidemment, hein, la dérivée est linéaire, donc je peux sortir ici ma constante. Et donc ça fait d de UC de t sur dt. Ok. Dans certains programmes, cette formule, vous la connaissez par cœur. Moi, à l'époque où je faisais le bac, l'intensité aux bornes d'un condensateur, hein, on pouvait la noter IC de T, c'était automatiquement D de UC sur DT. Enfin, c'était C D de UC sur DT. On connaissait ça par cœur, mais vous pouvez refaire le cheminement si c'est comme ça que vous procédez en cours. Ok, donc ça, c'est pour l'intensité. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais venir remplacer l'intensité ici pour obtenir UR. Ok, donc hop, merci beaucoup Mustapha. Donc ici, on part de UR, donc on reprend UR ici est donc égal à R fois l'expression que j'ai ici, fois D de UC de T sur DT. D'accord? Donc ensuite, n'oubliez pas, le but est de substituer dans l'équation 1. Donc ici, on remplace dans 1. Ok, donc on obtient UG, donc je le garde parce que je l'ai dans mon équation finale, donc je ne m'en préoccupe pas, et donc moins ici UR. Ok, donc UR, vous avez ici donc R fois I, donc on l'a écrit juste au-dessus, pardon, donc moins UR, donc moins RC D de UC de T sur DT. Ok, moins UC de T égale 0. Ok, donc ensuite, là, on y est quasiment. Hein, il faut juste retrouver l'écriture traditionnelle qui est de garder la fonction et ses dérivées successives d'un côté, de préférence du côté gauche, et de renvoyer tout le reste du côté droit. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout ça de l'autre côté. Ok, donc les termes changent de membre et changent de signe. Donc on a UG égale RC D de UC sur DT plus UC de T. Ok, je réécris ensuite dans l'autre sens, hein, parce que de préférence, c'est vraiment, on garde toutes nos variables du côté gauche. Donc là, j'ai juste retourné l'équation. Hein. J'ai fait en 2 étapes, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Sinon, vous êtes à l'aise, vous passez de là à là directement. Ok, et là, si je regarde la tête de mon équation ici, je me dis d de UC de dt sur dt, pardon, ici j'ai un RC. Donc en fait, il va falloir que j'élimine le RC. Et une fois que je réussis à éliminer le RC, c'est bon. Tout le reste devrait s'aligner, puisqu'ici je vais avoir 1. Ok, donc pour éliminer le RC, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser tous les termes de mon équation par RC tout simplement. D'accord? Donc ici, les RC se simplifient. Donc il me reste D de UC de T sur DT. Ok? Plus, du coup, ici, je vais juste réécrire avec, comme l'exercice le propose, hein, en mettant juste la fraction de côté. Hein, mais je vous rappelle que A sur B, c'est pareil que 1 sur B fois A. Okay, donc D de UC sur RC, c'est pareil que 1 sur RC fois UC de T.
et ben ça c'est égal à UG sur RC. Ok, donc là j'ai retrouvé l'équation différentielle exactement telle qu'elle est proposée dans l'exercice. Donc pour la Q2, je suis ok. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Est-ce que je peux avoir vos retours dans le chat? Est-ce que ça c'était bon? Est-ce que vous avez tout compris? Ok, donc Katala qui dit oui. Oui, c'est bon. Tu peux mettre les rediffs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, 4 x 4, ça, c'est difficile, ça. Ok, banni star, c'est pas clair pour toi. À quel moment c'était pas clair pour toi? Donc, je remets le cheminement global. Hein. Donc, on a commencé ici avec la loi des mailles. Ok, donc on a pris la loi des mailles. Donc d'ailleurs, la loi des mailles, vous pouvez déjà la réécrire en faisant passer les deux termes de l'autre côté, hein, si vous voulez. On a pris la loi des mailles. Ensuite, de cette loi, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est dit, là, je vais obtenir une équation où je n'ai que soit UC, soit la dérivée de UC, soit une constante. Ok? Je me dis UG. Est-ce que c'est UC ou est-ce que c'est une constante? Ben, je me dis UG, c'est une constante. Donc bingo, eh ben, j'y touche pas. UR. UR, bah, c'est ni UC et c'est ni une constante. Et bah, donc, je vais devoir aller exprimer UR en fonction de UC ou d'une de ses dérivées. D'accord? Bah, donc, en particulier, qu'est-ce que je fais? J'ai le réflexe d'écrire la loi d'Ohm, étant donné que je suis aux bornes d'une résistance, donc UR égale R fois I. J'écris ensuite que l'intensité, parce que le but c'est que je fasse apparaître ici la tension. Or moi, la relation que je connais pour la tension ici, eh ben, c'est Q égale C fois UC de T. Okay, c'est la relation la plus proche de I que je vais connaître. Bah, donc, je dois faire la transition en disant que l'intensité, c'est d'abord la dérivée de la charge. Ok, la charge ici, eh ben, c'est le produit de C par UC de T. Et ensuite, bah, je remonte. Donc, je viens remplacer Q de T ici eh ben, par C UC de T. Donc, là-dedans. Et ensuite, je vais sortir le C, puisque la dérivée est linéaire. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'exprime mon intensité en fonction de C D de UC de T. Ok, donc ça, faut vraiment bien le manipuler. C'est-à-dire que exprimer l'intensité aux bornes d'un condensateur, faut vraiment savoir par cœur que ce sont ces étapes-là qu'on fait. D'accord? Donc une fois que j'ai exprimé l'intensité, bah, je n'ai plus qu'à mettre R devant pour obtenir UR. Et une fois que j'ai UR, donc qui est écrit ici, bah, je remplace dans mon équation, dans ma loi des mailles, donc à la place de UR, je remplace ici, hein, RC D de UC sur DT. Ok, et bah donc là, j'ai quasiment tout. Il faut juste que je réécrive dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai cette forme-là. Bah donc là, je commence par passer la dérivée et la fonction à droite. Okay, pour avoir des signes plus, je retourne mon équation, donc ça et ça, c'est exactement la même chose, j'ai juste pris ça, j'ai mis à gauche, et j'ai pris ça, j'ai mis à droite. Ok. Ensuite, je sais que je vais me retrouver avec juste la dérivée, et ben donc je divise toute mon équation par RC. Ok. Et ensuite, bah, j'obtiens directement le résultat. Ok. Alors, pour les rediffusions des lives, ce sera sur YouTube. Donc, vous cliquez sur le lien en bio et ensuite, vous allez avoir, je crois que c'est la 3e option, c'est marqué lien vers les rediffusions. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur le compte YouTube. Donc, vous pensez par vous abonner au passage. Et ensuite, bah, là, vous avez tous les corrigés. Vous avez un certain nombre de playlists également où on vous a pré-trié les sujets, etc. pour vous faciliter la tâche. Ok, Katala, beaucoup plus clair. Parfait. Donc maintenant, passons à la question 3. Vérifiez que la solution de cette équation différentielle est UC de T égale UG fois 1 moins exponentielle de moins T sur taux en précisant l'expression de la constante taux. Ok? Donc, pour vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, eh ben, rien de plus simple que de remplacer directement ici, bien sûr en tenant compte de l'expression proposée, notre fonction dans l'équation différentielle. Autrement dit, on va remplacer UC de T ici par cette expression. Ensuite, on va dériver
UC de T à côté et on remplacera l'expression qu'on obtient là-dedans. OK? Donc là, je vais juste plier la feuille, comme ça, on va pouvoir garder les deux éléments en même temps, ici. Voilà, donc là, j'ai mon équation différentielle, j'ai UC de T, et je dois calculer D de UC de T, parce que c'est ça que je veux vérifier. Et donc, on est parti, je veux calculer D, donc là, on est en train de faire la question 3, je veux calculer D de UC de T. Bonjour Ourti. D'ailleurs, Ourti, je ne sais pas bien comment ça se lit. Est-ce que c'est Ourti, déjà? D de UC sur DT ici. Donc là, je dérive, donc UG, c'est une constante, donc je le remets là. Ensuite, je dois dériver 1 moins exponentielle de moins T sur taux. 1, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Donc, il ne me reste plus qu'à dériver moins exponentielle de moins T sur taux. D'accord? Donc, moins exponentielle de moins T sur taux. Bon, déjà, j'ai le moins. Donc, je peux laisser le moins ici. Ensuite, donc, je dois dériver exponentielle de moins t sur taux. Donc, pour dériver exponentielle de moins t sur taux, alors soit j'utilise la dérivée de exponentielle de AT, d'accord? La dérivée de exponentielle de AT, c'est A exponentielle de AT. OK, donc le A ici, il vaut quoi? Donc, on va juste bien réécrire, c'est moins 1 sur taux fois T. D'accord? Donc là, le A, c'est ça en fait. Donc si je veux dériver cette partie-là, ça me fait A, autrement dit, moins 1 sur taux, exponentielle de moins T sur taux. D'accord? Donc moins 1 sur taux, exponentielle de moins T sur taux, avec le moins qui est ici, ça devient plus 1 sur taux, exponentielle de moins T sur taux. OK? Donc là, j'y suis vraiment allé pas à pas pour que tout le monde puisse me suivre. Donc là, j'ai calculé la dérivée. OK, bon, une fois que j'ai la dérivée, j'ai l'expression de ma fonction, je vais tout remplacer ici et voir si je peux trouver une condition qui me permet de déterminer la valeur de taux. D'accord? Donc ici, on remplace ensuite dans l'équation 1. Donc à la place de D de UC, je vais réécrire. Donc ici, j'ai un produit. Donc je vais directement réécrire. Bon, je vais écrire doucement d'abord. Donc UG fois 1 sur taux exponentielle de moins T sur taux. Donc là, j'ai remplacé la dérivée. Plus 1 sur RC fois UC de T qui vaut UG facteur de 1 moins exponentielle T sur taux, OK, et je vais poser que ça, c'est égal à UG sur RC. D'accord? Et en posant ça, vous allez voir, ça va me donner une condition qui me permettra de dire que UC de T est de cette forme si et seulement si taux prend une certaine valeur. D'accord? Ce qui me permettra de bien conclure que UC de T est solution de l'équation différentielle à condition que taux soit égal à une expression que je m'apprête à déterminer. OK? Donc ici, voilà, je vais juste bien regarder l'équation. Je me rends compte qu'ici, j'ai une exponentielle. Ici, j'ai une exponentielle avec ici le même exposant. En général, on essaie de regrouper les termes en exponentielle, sauf que là, c'est encapsulé dans une parenthèse. Donc, je vais commencer par développer. Comme ça, je vais pouvoir regrouper ces termes exponentiels qui sont les plus problématiques dans une équation. Donc, je vais déjà faire ça pour pouvoir observer ce qui se passe. Donc ici, je remets le début tel que c'est. Donc ici, je vais juste écrire UG sur RC pour simplifier les notations. Donc j'ai UG sur RC, cette partie-là. D'accord? Donc ce truc-là, c'est UG sur RC. OK? Donc on fait ici la distributivité multipliée par 1, ça donne UG sur RC, ensuite multiplié par ce truc-là, donc j'ai un signe moins, donc ça va me donner moins UG sur RC, exponentielle de moins T sur taux. OK? Et donc, du coup, ici, c'est égal à UG sur RC. OK? Donc ici, je me rends compte que j'ai UG sur RC à gauche et UG sur RC à droite. Donc ça, ces termes s'annulent, donc ici, il va me rester 0.
ok? Et ben là, j'ai fait exprès de développer parce que je sais que les termes exponentiels, en général, c'est bien de les factoriser. Ok? Donc ici, je factorise, évidemment, quand je factorise l'exponentiel, je me dis, bah, est-ce que je peux pas embarquer une constante avec l'exponentiel ou un facteur en plus? Bah là, je me dis, j'ai UG devant, exponentielle de moins t sur taux, et je retrouve le même terme ici. D'accord? Et bah donc là, c'est parti, je mets UG exponentielle de moins t sur taux en facteur. Donc là, je vous ai vraiment simplifié le boulot pour la factorisation, dans la mesure où ce que vous allez recopier de part et d'autre, c'est ce que je n'ai pas ici encerclé. Donc là, il reste 1 sur taux, ici, et là, il reste moins 1 sur RC. Ok? Et ça, c'est égal à 0. D'accord? Et bingo, parce que là, j'ai un produit de plusieurs facteurs, donc UG fois exponentielle de moins t sur taux fois une parenthèse, je sais que un produit de plusieurs facteurs est nul, si et seulement si, au moins, l'un des facteurs est nul. UG ici, c'est quoi? C'est la tension de mon générateur. Je rappelle, elle est fixée à 666 volts. Exponentielle de moins t sur taux est toujours strictement positive, la fonction exponentielle. Merci beaucoup, Ourti. Donc ici, ça veut simplement dire que cette parenthèse-là doit forcément être nulle. Ok? Donc, ce que j'ai ici, ainsi, j'ai forcément 1 sur taux moins 1 sur RC qui est égal à 0. D'accord? 1 sur taux moins 1 sur RC égale à 0. Donc, vous en déduisez que les dénominateurs doivent être identiques, forcément. On en déduit que taux est égal à R fois C. Donc là, vous retrouvez ici, donc du coup, la constante caractéristique d'un circuit RC qui est donc taux égale RC. Ok, donc là, il faut vraiment faire attention à comment vous le rédigez. Hein. Voilà, vous pouvez en général, vous pouvez être tenté de vous dire mais je vais commencer par poser taux égale RC et puis parce que je sais que taux égale RC et puis je vais remplacer dans mon équation différentielle. Donc là, il faut vraiment faire attention. Je dis pas que c'est faux, mais faites attention à la logique mathématique que vous utilisez. Si vous posez taux égale RC, dans ce cas-là, il faut bien dire on pose taux égale RC et on vérifie que ça marche. Dans ce cas-là, vous calculez votre expression qui est à gauche ici et vous vous assurez de retrouver UG égale RC, UG sur RC. D'accord? Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a supposé que le taux, on le connaissait pas. Ok? On sait ce qu'on va trouver, mais on ne le connaît pas. On remplace avec UC de t ici et d de UC sur dt dans notre équation différentielle. Ensuite, on transforme un petit peu l'équation pour trouver une condition sur taux qui nous montre que taux est forcément égal à RC. Je trouve que c'est beaucoup plus propre dans ce sens-là. Je vous recommanderais de le faire dans ce sens-là. D'accord? Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez dire on pose taux égale RC, et puis, vous essayez un peu de vous dépatouiller. D'accord? Mais ça, c'est vraiment, on va dire, la méthode que je vous recommande. Donc ici, c'est pour la question 3. Évidemment, vous devez savoir par cœur que pour un circuit RC, taux égale RC. Ok? Oui, c'est de la physique, là, on est en train de faire de l'électricité. Ok, vous êtes toujours là, vous me suivez, vous êtes concentrés, là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Ok, alors Yanis, du coup, toi, t'es arrivé après, donc c'est normal, forcément. C'est de l'électricité. Ah, je suis à fond, j'ai un contrôle vendredi MDR. Parfait, Enzo. Ah, et ça se trouve, tu t'embrasses sur le même exercice. Hein. De toute façon, ça devrait être assez similaire. Ok, parfait. Si vous n'avez pas encore traité ce sujet ou ce chapitre, si vous n'avez pas encore traité ce chapitre, c'est normal. Alors, pour ceux qui étaient là au début, j'ai vraiment pris le temps de faire un peu des rappels. Si vous arrivez en plein milieu, c'est un peu dommage, forcément, parce que vous n'avez pas l'introduction que j'ai faite, mais que nenni pour la suite. Voilà, vous devriez, si vous avez de bonnes bases en mathématiques ou juste si vous faites des équations différentielles, normalement, pour la suite, vous devriez pouvoir saisir tout ce qu'on va faire là.
Ok, on est là, tout va bien jusqu'à maintenant. Ok, ça marche. Pensez vraiment à liker, hein, quand on fait des petites pauses comme ça. Pensez à liker, à partager. Peut-être qu'il y en a qui dorment encore. Ok, il y en a qui dorment encore, donc faut les réveiller en partageant. Faites vibrer un peu leur téléphone. Parce que sinon, ils vont arriver en plein milieu du live et ils vont me dire, mais je comprends pas. Et moi, je serai là, oui, mais en fait, j'ai déjà fait au début, ok. Ok, les amis. Bon, on continue. Donc ici, alors non, l'électricité, c'est pas de la thermo. J'ai essayé de chercher un sujet de thermo. Alors aujourd'hui, on doit faire élec et thermo. J'ai pas, dans les sujets de l'année dernière, le seul exercice de thermo qu'on avait, de type, enfin qui est tombé au bac l'année dernière, je l'ai déjà corrigé en live. Donc en fait, là, faut que j'imprime des sujets de 2022, voire de 2021. Ou que je cherche des sujets un peu, où je compose des exercices en fait sur la thermo, mais on en refera. Mais je pourrais en dire un mot peut-être si on a le temps. Bon, là, on a déjà pas mal de choses à faire puisqu'on a un quiz après. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on va avoir un quiz de physique-chimie d'une demi-heure à peu près. Donc, on finit de corriger cet exercice. Ensuite, on aura un quiz sur la mécanique. OK ? Donc du coup, la figure 2 représente l'évolution de la tension UC de T aux bornes du condensateur lors de sa charge. Ok, donc on nous dit ici, bon ça c'est l'évolution de la tension UC de T, le condensateur est initialement déchargé, donc on part de 0 et puis on augmente. Okay, donc on nous dit ici, bon ça c'est l'évolution de la tension UC de T, le condensateur est initialement déchargé, donc on part de 0 et puis on augmente progressivement. Ok. Sur la statique des fluides, je sais pas, j'ai pas encore regardé les bulletins officiels. Je vais regarder pour le prochain live. J'essaierai de vous avoir les infos. Normalement, ils sortent un bulletin pour dire qu'est-ce qu'il y aura au programme, qu'est-ce qu'il y aura pas. Ok, donc ici, continuons un petit peu. Q4, déterminer à l'aide de la figure 2 la valeur du temps caractéristique de charge taux en expliquant la démarche. Ok, donc là, on est sur du court. Vous avez deux méthodes. Vous avez la tangente à l'origine. D'accord, la tangente à l'origine. Et puis, vous avez la méthode des 63%. Ok, donc on va juste ici prendre le temps un peu d'expliquer ce que tout ça veut dire. En fait, ici, vous avez UC de T qui vaut UG multiplié par 1 moins exponentielle de moins T sur taux. D'accord? Donc là, vous avez la courbe de UG qui est représentée comme ceci. Donc on va faire quelques observations pour que tout le monde comprenne bien et pour que tout le monde maîtrise le sujet à fond. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, ce qui se passe, tout le monde maîtrise le sujet à fond. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai un petit bug. C'est bon là, vous m'entendez? Ok, ça marche. Donc je disais, ici déjà le premier point, hein, la première observation qu'il faut faire, c'est que si je regarde ici la limite de UC de T lorsque je fais une charge pendant un temps très lent, et ben cette limite là, donc si vous faites un peu de calcul de limite, donc le seul terme ici variable c'est exponentielle de moins T sur taux. Donc si je remplace T par plus l'infini, bah ce truc là tend vers exponentielle de moins l'infini et ça vous savez que c'est 0. D'accord, donc là j'écris vraiment comme une brute, hein. Sinon vous savez que la limite de exponentielle de moins t quand t tend vers plus l'infini, vous savez que ça c'est 0. Ok, bon, on est en physique, exponentielle moins l'infini ici, ça fait 0. Donc dans cette parenthèse, il me reste 1, et là j'ai UG fois 1, ça fait UG.
D'accord? Donc déjà, vous devez bien constater qu'au bout d'un temps très lent, la tension de mon condensateur est égale en fait à la tension de mon générateur. OK? Premier résultat. Ensuite, deuxième résultat ici qui est assez intéressant, c'est que alors donc quels sont on va commencer. Allons-y. Donc, si je mets T égale taux, d'accord? Donc, si je prends T qui est égal au ton caractéristique, en fait, je vais remarquer ici que UC de taux, qui vaut donc UG facteur de 1 moins exponentielle, j'ai pris T égale taux, donc de moins taux sur taux, ici, donc UG facteur de 1 moins exponentielle de moins 1, si vous calculez ce truc-là, vous allez vous rendre compte que ça fait 0,63. Donc, ça veut dire que UC à l'instant T égale taux, en fait, ça vaut 0,63 UG. Ça vaut en fait 63% de la tension finale UG. D'accord? Donc, c'est pourquoi lorsque je cherche à trouver la valeur de taux, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, tiens, en fait, ici, j'ai la valeur de UG, si je prends 63% de la valeur de UG, je sais que l'instant qui correspond ici, c'est taux. D'accord? D'après ce qu'on vient d'écrire ici. Parce que quand je suis à l'instant T égale taux, j'ai 63%. Donc, je n'ai qu'à faire dans l'autre sens sur mon graphe pour trouver taux. Donc, ça, c'est l'origine de la première méthode. OK? Ensuite, la deuxième méthode, qui est un petit peu plus subtile, mais qui est tout aussi intéressante, c'est qu'en fait, je vais regarder la dérivée de UC de T. D'accord? Donc, on a calculé cette dérivée, vous vous en rappelez, ça donne UG taux exponentielle moins T sur taux. D'accord? C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Si vous regardez ici la dérivée à T égale 0, vous remplacez T par 0 ici, donc ça vous donne exponentielle de 0, ça vous donne 1. Donc là, il me reste UG sur taux. Ça, c'est un résultat très intéressant. Pourquoi? Parce que la dérivée de UC de T en T égale 0, c'est quoi en fait? C'est la pente de la tangente à T égale 0. Autrement dit, si je trace ici, je vais tracer à main levée. Hein. OK? Si je trace ici la tangente à l'origine, donc vous ne voyez pas. Hop. Ah oui, mais pourquoi? Alors, excusez-moi. Ah, ok, d'accord. Ah si, mais en fait, ok. Ça marche, donc je pense que vous voyez. Donc ici, je reprends mon propos. Donc ça veut dire que si je trace ici la tangente à l'origine, la pente de cette droite, c'est UG sur taux. C'est ça la définition de la dérivée. Hein. Donc vous vous rappelez, f' de 2, si je dis que ça vaut 3, ça veut dire que ici, si j'ai ma courbe, si je me place en x égale 2, et que je trace la tangente, donc je vais la tracer en vert ici, et que je trace la tangente, la pente de la tangente ici, c'est la valeur de ma dérivée. D'accord? Donc ici, je trace la tangente à l'origine. La pente de ma tangente à l'origine, c'est la valeur de la dérivée à l'origine. La dérivée à l'origine vaut UG sur taux. Donc la pente de cette droite vaut UG sur taux. Mais concrètement, à quoi ça sert? En fait, si j'essaie de trouver cette pente graphiquement, je prends le point qui est ici. D'accord? Donc vous avez l'impression que c'est par hasard, c'est pas complètement par hasard. Vous allez voir. Si je prends le point ici d'intersection entre ma droite ici, d'accord? Donc la valeur de UG qui est représentée ici, d'accord? Donc vous verrez tout de suite en voyant le résultat pourquoi est-ce qu'on choisit ce point-là. Et qu'à partir de ce point-là, qui est un point de ma tangente delta, j'essaie de déterminer la pente de cette droite. Je peux prendre un autre point de la droite qui est ici le point O. Par définition, la pente, c'est Y à
moins y0 sur xa moins x0. D'accord? Donc, en fait, ici, quand vous projetez, je triche un peu hein, parce que ça va tomber là-dessus, ici, vous avez xa. Et ici, vous avez ya. D'accord? Donc, en fait, ici, ya vaut quoi? Bah, ya, vous le voyez, il vaut forcément ug. Hein, puisque je prends le point d'intersection de la droite, ici, y égale ug, et de la droite, delta. Donc, ici, il vaut ug. D'accord? Et bien, xa ici, il vaut quoi? Je ne sais pas, mais je sais qu'il vaut xa. Donc là, c'est graphiquement l'expression de ma pente. D'accord? Donc le ya, je le connaissais, le xa, je ne le connais pas. Mais en fait, la valeur de cette pente, je la connais. C'est ce que je viens d'écrire ici. Ça, je sais que ça vaut ug sur tau, en fait. Et ben donc, j'en déduis que tau, en fait, est égal à xa, ou que xa est égal à tau. Autrement dit, j'en tire le résultat suivant. Si je trace la tangente à l'origine et que je prends le point d'intersection entre ma tangente et la droite d'équation y égale ug, en fait, l'abscisse de mon point que j'ai pris, en fait, c'est tau. D'accord? Ça, c'est ce qui donne la méthode 2. OK? Donc maintenant, j'ai le choix d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Donc là, on rebascule sur le sujet. On nous demande ici de déterminer la valeur du temps caractéristique de charge tau en expliquant la démarche. Donc là, il faut soit que je me place dans le cas méthode 1, soit que je me place dans le cas méthode 2. On va y aller. Hein. Donc là, on va par exemple tracer la... Je vais juste trouver un stylo qui écrit. Mon stylo noir vient de me lâcher. Donc ici, wow. Voilà. Donc je trace ici à main levée, évidemment, comme un bourrin. Donc vous avez tout le matériel, les règles et tout ce qu'il faut. Je trace ici la tangente à l'origine, hein, donc je m'assure de bien raser au début. Et je viens ici ensuite tracer donc ma limite, ici. Je prends ce point d'intersection qui est là et je projette. D'accord? Donc vous projetez à peu près bien, voilà. OK? Donc ça, c'est sur le principe. Donc ici, je sais que je tombe sur tau. OK? Donc je peux faire comme ça. Sinon, je peux récupérer ici la valeur de ug. Je prends 63% de cette valeur. D'accord? Donc ça va tomber quelque part ici. Donc ça, c'est 0,63 ug. Ensuite, je viens projeter ici. Et ben, je vais retrouver tau. Donc ici, c'est méthode 2. Ici, c'est méthode 1. Donc il faut savoir faire les deux méthodes. OK? Donc la valeur de tau ici vaut à peu près 0,1 milliseconde. D'accord? OK, donc ça, c'était pour la question 4. Est-ce que c'était clair? Donc, il y a un petit délai hein, avant que je ne voie vos retours. OK, parfait, très bien. Quelle est la meilleure méthode? Très honnêtement, je préfère tracer la tangente. Parce qu'en fait, en traçant la tangente, vous voyez, je fais un trait ici à peu près correct. Je trace ici, je prends le point d'intersection, j'arrive là. Bon, pour UG, déjà, parfois, il faut que j'aille faire un calcul. Vous voyez, la UG vaut 666. Donc, vous prenez 63%, vous venez le caler ici. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment horrible à lire. Voilà, donc là, déjà, vous faites un calcul. Parfois, vous prenez la calculatrice. Ensuite, vous venez placer. Voilà, c'est une méthode vraiment que je préfère pas. Moi, je préfère tracer la tangente quand c'est possible et puis venir lire directement. OK.
Ah ouais, dommage du coup que tu viennes d'arriver, mais je vais essayer de mettre la rediff rapidement. Là déjà, j'ai posté la rediff du sujet 0 maths, là ça y est, on peut à nouveau télécharger sur TikTok, que tu viennes d'arriver, mais je vais essayer de mettre la rediff rapidement. Là déjà, j'ai posté la rediff du sujet 0 maths, là ça y est, on peut à nouveau télécharger sur TikTok. Déduire la valeur de la capacité C du condensateur utilisé. Salut Moumou. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a déterminé le temps caractéristique et qu'on nous pose la question de la capacité, tout de suite, il faut penser à utiliser taux égale RC. Ça, c'est vraiment télescopé. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ok. Donc ensuite, ici, vous avez taux égale RC. Vous exprimez votre capacité comme étant taux sur R. D'accord? Donc R, ici, dans l'exercice, vaut 10 mégaohms. Taux, ici, vaut 0,1 milliseconde, ou 10 puissance moins 4 secondes. Donc ici, ça vous fait 10 fois 10 puissance 6 ohms. Donc vous faites votre calcul. Vous avez R qui vaut donc 10 puissance 7. Je dis R qui vaut 10 puissance 7, j'écris à la place de taux. Donc taux qui vaut 10 puissance moins 4 ici. Donc vous trouvez 10 puissance moins 11 ici, farad. D'accord? Donc vous trouvez en gros 1 picofarad. Ok. Donc ça, c'était pour la question 5. Parfait. Donc maintenant, ici, on passe à la suite. On nous dit la capacité en farad d'un condensateur plan. Donc là, maintenant, on va étudier la capacité à partir des caractéristiques géométriques du condensateur. Ok? Donc C ici, c'est quoi? C'est epsilon fois S, où S est la surface d'une plaque. Deux valeurs égales à 10,0 fois 10 puissance moins 4. Donc là, vous ressortez votre stabilo, chap, et puis vous, tac. Donc vous commencez déjà à surligner vos valeurs numériques. Epsilon, la permittivité diélectrique du milieu en farad par mètre, et D, la distance entre les plaques. Ok? De valeur égale à 10 puissance moins 3 mètres. La valeur de la permittivité diélectrique epsilon du milieu ici est donc 8,85 fois 10 puissance moins 12. Ok, donc ici, je vous représente juste un... Oula, mais ils ont quoi mes stylos? Donc un peu la situation qu'on a. Donc là, vous imaginez, vous avez vos deux plaques en regard. Ok, donc la surface ici, c'est ça. La distance ici, c'est ça. Et vous avez entre les deux ici, un diélectrique de permittivité epsilon. D'accord? Donc la figure n'est pas plus compliquée que ça. Ok, donc ici, on nous dit Q6, retrouver la valeur de la capacité C du condensateur utilisé en la calculant à partir des données précédentes. Ok, donc là, on nous demande d'appliquer la formule. C'est bien gentil. Donc C égale epsilon ici qui vaut donc 8,85 fois 10 puissance moins 12. Donc je suis bien en farad par mètre. Ok, la surface ici, c'est donc 10,0 fois 10 puissance moins 4 en mètres carrés. Et la distance, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 3. Donc bingo, donc là, ici, je fais mes calculs. Donc j'ai 10 puissance ici, là j'ai 10 puissance 1. Donc 10 puissance moins 12 plus 1, ça fait moins 11. Moins 4, ça fait moins 15. Plus 3, ça fait moins 12. Donc vous avez ici 8,85 fois 10 puissance moins 12. J'espère que je ne me suis pas trompé. Moins 11, moins 15. Plus 3, ça fait moins 12. On est OK. Et 8,85. Donc là, j'ai le résultat en farad. Donc là, j'ai 8,85 picofarad. OK. Donc là, le résultat qu'on avait trouvé, c'était 1 picofarad. Là, j'ai quand même presque un facteur 10. Je suis pas serein, c'est quand même assez éloigné. Donc, on va juste re-regarder. Donc, ici, on a bien donc 0, 10 puissance moins 4. Donc, 1, 2, 3, 4.
Ok, 10 puissance moins 4 secondes. Là, je vérifie juste les résultats entre le calcul géométrique et du coup le calcul ici expérimental. Tac, ma résistance, c'était 10 mégaohms, donc ça c'est bon, 10 mégaohms, donc 10 fois 10 puissance 6, donc 10 puissance 7, donc j'ai bien 10 puissance 7 ici, 10 puissance moins 4 secondes, j'ai bien 10 puissance moins 11 farad, et évidemment, c'est moi qui ai oublié le 0 ici. D'accord? Parce que là, j'avais 10 puissance, hein, j'avais 1 multiplié par 10 puissance moins 11, donc c'est évidemment 10 multiplié par 10 puissance moins 12, hein, donc c'est 10 picofarad. Heureusement, après, vous relisez toujours dans les calculs. Hein. Moi, je fais les calculs une fois, mais vous relisez et surtout, vous comparez bien vos résultats. OK? Donc voilà, donc là on est relativement proche, hein. On a quoi? On a 11,5% d'écart quand même entre les deux valeurs, mais bon voilà, c'est pas trop déconnant, sachant que là c'est vraiment géométrique et là on a un peu nos mesures qu'on a faites à la volée, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc passons à la suite. Donc là pour la Q6 on est ok. Donc là, on va passer à la suite. Alors, est-ce que jusque-là, c'est bon? Alors, est-ce que ce serait possible de rediffuser les lives de correction de physique comme pour les maths? Alors, oui, on met les rediffusions des lives de physique. Alors, on ne les met pas au même rythme que les maths, je l'avoue. Mais là, on est en train de rattraper les rediffs. Mais normalement sur le compte YouTube vous avez un certain nombre de rediffusions déjà. Ok, parfait Enzo, toi je sais que t'as Eval, donc du coup si toi t'es bon je suis content. Ok, donc j'attends un peu vos retours, n'hésitez pas à penser à liker. Alors juste j'ai un contrôle mardi sur ce chapitre, vraiment je galère, tu le conseilles de faire quoi? Alors ce que je te conseille de faire, c'est déjà de regarder la rediffusion de ce live depuis le début, parce qu'en fait au début on a réintroduit un peu quelques notions, loi des mailles, loi d'Ohm, etc. Donc ça te permettra déjà d'avoir un peu le début. Ensuite on a bien détaillé comment on faisait pour arriver à l'équation différentielle, ensuite comment on faisait pour vérifier que la forme de la solution de l'équation différentielle, comment on faisait pour trouver la valeur de taux, et comment graphiquement on faisait pour trouver la valeur de taux. Donc ça c'est vraiment des questions assez classiques, hein, qui vont constituer une bonne partie. Si tu as un exercice de 5 points, tout en exercice, ça va être quasiment que ça. Si tu as un exercice comme ici de 10 ou 11 points, ça va être au moins la moitié de tes questions. Donc tu prendras le temps de bien revoir, etc. déjà pour bien comprendre. D'accord. Et ensuite, là, on va aborder du coup ce qui peut constituer la deuxième partie sur un tel chapitre, où là, tu as un peu plus de questions, tu vas voir, qui sont un peu d'intuition, un peu d'appréciation, d'observation. Ok. Donc du coup, pour les rediffusions, c'est sur la chaîne YouTube. Donc en fait, vous allez en bio directement, vous avez l'icône YouTube, vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur la chaîne YouTube. Et là, après, vous vous baladez un peu, soit dans les playlists, soit directement dans les vidéos récentes. Vous allez voir les dernières rediffusions qu'on a postées. Ok. Et si vous n'avez pas l'icône YouTube, vous cliquez sur le Linktree qui est en bio, donc sur le lien qui est en bio. Ensuite, vous cherchez là où c'est écrit lien vers les rediffusions. D'accord? En cliquant dessus, ça vous ramènera directement sur le compte YouTube. Ok, donc on enchaîne. À l'université de Gothenburg, les scientifiques ont imaginé l'expérience suivante. Une goutte d'huile de silicone initialement neutre. D'accord? Ça, c'est important parce que vous vous rappellerez que dans l'autre cas, en fait, c'était chargé automatiquement. Donc, est alors piégé grâce à un piège optique généré par une source laser de longueur d'onde lambda de valeur égale à 532 nanomètres entre les plaques du condensateur utilisé précédemment. De toute façon, vous allez voir ici sur la figure, hein, c'est la goutte d'huile, elle est piégée ici. Et ça, c'est la source laser qui a le fameux lambda égale 532 nanomètres, ok, entre les plaques du condensateur. Ok, une source radioactive. Alors, je suis en train de regarder parce que je pensais que c'était ça, mais on parle d'une source radioactive émettrice de particules, permet alors de charger les différentes gouttes d'huile de silicone au cours du temps, comme représenté sur la figure 3.
Alors, j'essaie de regarder, elle est où, la source laser. Ok, bah, je crois que c'est... Non, ça, c'est la source laser. Bon, bah, c'est ça, du coup, c'est marqué là. Ok. Donc, Q7, préciser le domaine de longueur d'onde à laquelle appartient la source laser utilisée dans l'expérience suédoise. Ok, donc là, il suffit de regarder la longueur d'onde hein, et quand même de bien connaître. Donc là, on a lambda qui est entre 400 et alors 700-800 nanomètres à peu près. D'accord, donc vous avez lambda qui est entre 400 et 800 nanomètres. Donc ici, vous êtes dans le domaine du visible. D'accord? Donc, je vous rappelle juste rapidement hein, que je vous recommande de connaître, même si c'est demandé de façon un peu aléatoire. Si vous avez lambda ici en 400 nanomètres et parfois on vous mettra 750, parfois on vous mettra 800, ça dépend vraiment de l'appréciation. Ici, vous êtes dans le domaine du visible. Au-dessus, ici, vous êtes dans le domaine de l'infrarouge. Ok, lorsque vous arrivez ici jusqu'à 10 nanomètres à peu près, vous êtes dans l'ultraviolet. Et lorsque vous passez en dessous, là, vous êtes carrément. Donc voilà, ça, je vous recommande quand même de connaître parce que voilà, vous pouvez avoir une question comme ça, sortie de nulle part. Parce que je pense même pas que c'est une information utile pour la suite de l'exercice. Mais voilà, juste pour voir un peu si vous connaissez. Donc voilà, petite révision hein, rapide. Donc la source radioactive est de l'américium qui subit une désintégration ionisant les molécules présentes entre les plaques du condensateur et libérant les électrons. Bon. Juste petite info, hein, la radioactivité, c'est l'un de mes chapitres préférés, mais c'est vraiment dommage, hein, ça tombe quasiment jamais au bac. Mais j'avais un élève qui avait fait un grand oral il y a 2 ans sur la radioactivité, il avait eu 20. Hein, le sujet était absolument passionnant, c'était sur des traitements médicaux. C'est vraiment une matière qui a beaucoup d'utilité, la radioactivité. Bon, vous avez le nucléaire, etc. Ça fait vraiment écho à des notions vraiment palpables, tangibles et vraiment très très utile dans notre société actuelle. Bon. Ça, c'était en passant. Donc, Q8, préciser le sens de déplacement de la goutte si la source radioactive permet de la charger négativement. Ok, donc là, on a compris, hein, on a une source radioactive ici qui envoie des particules d'électrons, en gros. Hein, ici, donc des E-, E-, ici, qui arrivent sur la goutte d'huile. D'accord, donc la goutte d'huile ici se retrouve chargée négativement. Ok, donc on nous demande dans quel sens elle va se déplacer. Bah, là, on est dans un condensateur. J'ai une plaque chargée positivement, une plaque chargée négativement. Et bah, ma goutte d'huile va, si elle est négative, elle va être attirée ici vers la plaque positive. D'accord, moyen mnémotechnique, les opposés s'attirent en électricité. Donc pour la Q8, ça c'est bon. On passe à présent à la suite. Donc là, on a un graphe, ok. Donc grâce au piège optique initié par la source laser, donc qui était juste derrière, les chercheurs observent alors que la goutte initialement neutre se déplace par sauts successifs au cours du temps. Donc ce qui est logique, hein, que la goutte déjà va se déplacer. Ça, c'est le sens physique que nous, on a. D'accord ? On sait que lorsqu'on a une partie qui se charge ici en électrons, on sait que ça va monter. Et on sait qu'on a une force électrique qui est générée, qui est proportionnelle à la charge. Hein. Vous rappelez, Fe égale Q fois E. Ici, d'accord? Donc vous voyez bien que Fe, ici, la norme de Fe est évidemment proportionnelle à Q. D'accord? Donc c'est proportionnel à la charge Q. Donc ici, plus on est en train de charger la goutte d'huile, plus en valeur absolue, on augmente ici la valeur de la charge. Donc c'est normal que la goutte se déplace de plus en plus et de plus en plus vite. D'accord? Donc ça, c'est une appréciation, hein. C'est pas demandé, mais je vous la donne pour qu'on puisse vraiment dominer et bien comprendre le phénomène qui est en train de se produire ici. Ok, donc voilà, donc ici figure 4, donc graphique représentant l'évolution de la position d'une goutte au cours du temps lorsqu'elle est soumise à la source, donc la source radioactive. Ok, donc là on a la position en millimètres ici, et là on a donc le temps, et ici on a représenté la position donc en 0 d'une goutte neutre.
Ok, donc là on nous a représenté A, B, C, D, exemple de saut de la goutte. Voilà, certainement qu'on va en faire référence plus tard dans l'exercice. Ok, donc on est parti. À chaque fois que la goutte d'huile gagne un électron, elle se déplace d'une hauteur h. Ici, donc pour un électron, on se déplace d'une hauteur h. Fixe, d'accord, donc la hauteur h est fixe, très bien, comme en A ou en B. Ok, donc on nous dit que ici ou là, donc la goutte se déplace d'une hauteur fixe h. D'accord, donc ça veut dire que ici on se déplace à peu près d'une interbonde, hein, d'une interligne ici. Donc, quand j'ai une interligne, me dit l'exercice, en fait je viens de gagner un électron. Donc autrement dit, ici j'ai gagné un électron, ici j'ai gagné un électron, donc si j'en ai 1, 2, 3, 4, bah, j'ai gagné 4 électrons, etc. Bon, ok, vous avez compris le principe. Donc Q9 évalué à l'aide de la figure 4. Donc celle-ci, la hauteur h en millimètres d'un saut de la goutte correspondant au gain d'un seul électron, comme en A ou en B. D'accord, donc on a compris, ici la goutte c'est une interligne, donc là il faut juste que j'aille regarder mon interligne vaut combien. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc là j'ai du coup 0,01, si je ne m'abuse, millimètres. Okay. Donc ici, H, c'est 0,01 mm. D'accord, donc qu'on peut donner 1, 2, 3 comme étant 10 micromètres. Ici. Ok, ça c'est pour la Q9. Donc Q10, déterminer le nombre de charges électriques élémentaires acquises par la goutte au bout d'un temps t de valeur égale à 12 secondes. Ok, donc là, ici, on nous dit de valeur égale à 12 secondes. Donc 12 secondes, on est ici, hein, quelque part ici. Bon, l'exercice, vous voyez, vu qu'en dessous, c'est pas précis. Bon, là, il y a une seule bonde. Donc très bien, qu'on soit ici, là ou là, c'est pareil, ici. Donc au bout de 12 secondes, on est à peu près là. Donc on nous demande le nombre de charges électriques acquises. Ok, nous, on sait que une charge acquise, c'est une interligne. D'ailleurs, est-ce qu'on dit un interligne? Je sais plus. Mais je crois que c'est un interligne. Un interligne, je crois. Vous en pensez quoi dans le chat? C'est un interligne ou une interligne? Bon, j'ai pas de retour. Mais du coup, continuons, c'est pas le plus important. Donc ici, ça veut dire qu'on doit compter le nombre d'espaces ici, d'interlignes, jusqu'à 12 secondes. Donc là, on a... bon, on va compter à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, donc moi j'ai compté 17. Alors je recompte pas, hein, ça se trouve c'est 16, etc. etc. On dit un interligne, merci Harvest. Ok. Donc ici, on a donc 17 charges électriques. Ok. Tac. Donc ça, c'est la Q10. Au bout d'un temps, t égale 12 secondes. Q11, on déduit à l'aide de la figure 4 que cette expérience permet bien d'observer la proportionnalité entre la charge totale Q de la goutte et la charge élémentaire E. Ok, bah donc là, bon, c'est une question un peu, on va dire, qui tombe sous le sens, dans la mesure où là, on a pris 17 charges électriques. Et en fait, bon, on va peut-être aller regarder avec la hauteur H qui est ici. Donc là, la charge totale qu'on a ici, bah, on sait que c'est... comment on va écrire ça? En fait, ça tombe tellement sous le sens que je réfléchis comment on va écrire ça. Donc la charge totale ici, en fait, c'est N fois la charge d'un électron. Donc ici, on a trouvé 17 charges électriques. D'accord? Donc 17 fois moins E ici, c'est du coup le nombre de charges électriques qu'on a trouvé ici. Bah, donc là, on en déduit que forcément, on a 17 électrons, puisque un électron, c'est une charge électrique. D'accord? Bon, je pense que on peut même le dire à l'oral, on a 17 charges électriques élémentaires, ici. D'accord? Élémentaires, puisque un interligne, pardon, du coup, ici, est égal à une charge
électrique. Donc ici, en comptant la position, hein, on a fait 0,01 mm x 17, vu qu'on a 17 interlignes. Donc ça veut dire qu'on a 17 charges électriques élémentaires. Un électron correspond à une charge électrique élémentaire, donc on a bien 17 électrons. Ok, on a une proportionnalité. Donc voilà pour la Q11. Ok, super. Donc passons à la suite. Bilan de force entre les plaques du condensateur utilisées dans l'expérience historique de Millikan. Donc quand vous entendez bilan de force, vous imaginez que là on va maintenant passer dans la partie champ électrique uniforme. Ok. Donc dans l'expérience historique de Millikan, une goutte d'huile de volume V et de masse M, initialement chargée, d'accord, initialement chargée négativement, tombe par l'intermédiaire d'un petit trou entre les plaques du condensateur initialement déchargées. Ok. Le diélectrique présent entre les plaques est l'air. Ok. La goutte est donc soumise à son poids P lors de sa chute. En outre, la goutte est également soumise à une force de frottement F à cause de l'air présent entre les plaques du condensateur. La masse volumique de l'air étant 1000 fois plus petite que la masse volumique de l'huile, on peut négliger la poussée d'Archimède qui s'exerce sur la goutte. Pourquoi ça aurait été sympa? Ok, très bien, très bien. Voyons voir ce que la suite nous réserve. Q12, écrire, hop, tac. Ah, je vais un peu vite. N'hésitez pas à me dire si je vais un peu vite. Hein. Moi, c'est bon, là, je suis dans le sujet intéressant, donc excusez-moi. Mais n'hésitez pas, je vois vos commentaires, donc s'il y a des questions, en fait, vous m'interrompez, parce que là, j'avance, mais dès que vous me dites « je comprends pas », je m'arrête. Oui, et puis moi j'ai l'habitude de garder mes habitudes quand je travaille. En fait, je lis qu'une fois, mais en fait, je pourrais peut-être lire plusieurs fois pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, juste un instant, j'arrive. Okay, excusez-moi, j'ouvrais la porte à mon frère. Oui, donc du coup, on est reparti. Bon, donc ici, je vais ralentir un peu. Donc du coup, ici, donc qu'est-ce qu'on disait? Donc on disait on faisait l'expérience de Millikan. Donc on avait une goutte d'huile de volume V et de masse M initialement chargée. Donc, qui allait tomber, pareil, entre deux plaques. OK. Et on nous disait ici, grosso modo, qu'on ne devait considérer que deux forces. D'accord. Donc, P et puis F. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de maths. Aujourd'hui, c'est que de la physique. Hier, on a fait des maths et on refait des maths demain. Mais pour ceux qui font maths, il y a le sujet, j'ai posté sur YouTube le corrigé des 2 premiers exos du sujet 0. Ok, donc ici on nous dit Q12, écrire la relation vectorielle en utilisant la deuxième loi de Newton existante entre ces forces et l'accélération A de la goutte d'huile considérée comme ponctuelle de masse M au cours de sa chute en précisant le référentiel choisi. Ok. Alors, Soussou Moumou, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
Et essaie de préciser, comme ça du coup je peux t'apporter une vraie réponse. Donc ici donc on nous dit d'écrire donc la relation entre le poids et la force de frottement, puisque c'est les deux forces, et l'accélération. Le référentiel choisi, on peut prendre le référentiel terrestre supposé galiléen. Je vois pas pourquoi ce serait pas ça. Donc référentiel terrestre du coup galiléen. Ici, donc notre système, c'est notre goutte d'huile, hein, vous pouvez l'écrire pour que ce soit plus clair. Alors la chaîne YouTube, c'est en bio. Vous allez en bio, vous avez l'icône YouTube, ou sinon vous cliquez sur le lien, et sur le lien, vous avez l'une des options qui dit lien vers les rediffusions. Donc vous essayez les deux. Je fais le 3 collège et je ne comprends pas le pH. Du coup, là, on n'est pas en train de faire du pH, là, on fait de l'électricité. Mais du coup, si tu as une question sur le pH, c'est ce que tu veux dire. Alors, si c'est ça, fais-moi un message en privé en me disant ce que tu comprends pas. Comme ça, je prendrai le temps de te répondre. OK ? Donc, ici, on est parti. Donc, référentiel terrestre supposé galiléen. Deuxième loi de Newton, on a deux forces. P plus F égale masse fois accélération. OK. Ça, c'était pour la Q12. Q13, indiquer une des différences entre l'expérience historique réalisée par Millikan et l'expérience proposée par l'équipe suédoise concernant les gouttes d'huile. Je t'en prie, Soussoumoumou. Ok, donc là, on va juste prendre le temps de relire un petit peu les deux expériences. Donc ici, on a l'expérience de Millikan. Hein. Donc, on a surligné ici donc, que la goutte d'huile ici est initialement chargée. Ok, donc déjà, si vous prenez ça, c'est pas le cas. Dans l'autre cas, on avait une source laser qui venait charger votre goutte progressivement. D'ailleurs, ça, on se rappelle que ça chargeait ici. D'accord? Donc, en fait, on avait une goutte d'huile qui est initialement neutre. Donc là, c'est surligné. Et ici, du coup, on a la source laser qui vient comme ça taper pour charger. Je crois que même dans l'introduction, on vous disait bien que la goutte était initialement chargée. Alors, je sais plus où j'ai mis l'intro. Tac, voilà. Donc moi, c'est ici que je l'avais vu, une goutte d'huile chargée négativement. D'accord? Donc ça, c'est l'expérience de Millikan qu'on nous a redécrite du coup dans cette partie. Donc ça, c'est une différence. Alors, il y en a sûrement d'autres qu'on va pouvoir identifier. Donc je vais juste regarder les deux. Hein. Hop. Donc ici, dans les deux cas, le condensateur est initialement déchargé. Donc ici aussi, le condensateur est initialement déchargé. Le diélectrique présent dans les plaques est l'air. Alors je crois que dans la première expérience, on ne nous précise pas la nature du diélectrique. Je suis en train de regarder si jamais pour voir s'il y a une autre différence. Et une source radioactive maîtrise alors que chargée au cours du temps comme représenté. Ok. Tombe par l'intermédiaire d'un petit trou. Ah ok, donc là, il y a une différence là. Donc ici, la goutte d'huile, elle est là déjà au début, ici. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein, elle est piégée au début, alors que ici, on va venir en fait lâcher la goutte d'huile. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait peut-être avoir une vitesse initiale ou quelque chose comme ça. D'accord? Ici, en fait, dans l'expérience de Millikan, vous avez la goutte d'huile qui tombe d'un petit trou. D'accord? Alors qu'ici, elle est fixée au début. Donc déjà, je pense que c'est bien. Alors, vous pouvez chercher encore et puis trouver des différences. Mais là, en lisant, c'est les deux plus flagrantes que je vois comme différence. OK? Donc ça, c'était pour la question 13. Ici. Donc maintenant, on nous dit une simulation a permis de tracer la courbe de l'évolution de la vitesse V d'une goutte d'huile de silicone au cours de sa chute lors de l'expérience historique en figure 5. Donc l'expérience historique, c'est celle de Millikan, celle où la goutte tombe. On distingue alors deux phases dans le mouvement de la goutte.
La première phase est appelée le régime transitoire, alors que la seconde porte le nom de régime stationnaire. Ok, donc figure 5, c'est celle-ci, évolution de la vitesse V d'une goutte au cours du temps entre les plaques du condensateur déchargées. À la date t égale 0,6 secondes, donc on voit qui est représenté ici, on considère que le vecteur vitesse V de la goutte ne varie plus. Très bien. Q14, décrire la nature du mouvement de la goutte entre les plaques du condensateur à partir de cette date t. En déduire la relation vectorielle reliant les forces s'appliquant sur le système dans le référentiel choisi précédemment. Okay, donc là, on a quand même pas mal d'infos, hein, donc je vais essayer de résumer un peu. Donc on nous dit ici, on a ce marqueur-là où on a le régime permanent. Après 0,6 secondes ici, le vecteur vitesse est constant. D'accord? Donc là, ce qu'on nous demande, c'est dans cette phase qui est ici, donc sur cette phase-là, bah, est-ce qu'on peut décrire la nature du mouvement? D'accord? En général, quand on pose cette question, alors c'est soit qu'il faut aller sur le fait de dire que le mouvement est uniforme, plus rarement que le mouvement est peut-être circulaire, etc., ou rectiligne. Voilà, c'est vraiment ce genre d'infos qu'on nous demande ici. Donc là, si on regarde en fait l'info qui est donnée et la relation qu'on a écrite avant, on a en fait ici le fait que la vitesse soit constante. Et ben, si la vitesse est constante ici, bah, vous dérivez cette vitesse, bah, du coup, la dérivée est nulle. Donc l'accélération, en fait, est nulle. D'accord? Vous avez l'accélération qui est nulle, donc P plus F qui est égal à 0. Donc soit ici, du coup, vous concluez à partir de cette relation, soit vous pouvez même invoquer la première loi de Newton, parce que du coup, la première loi de Newton vous dit que si vous avez comme ça votre vitesse qui est constante, c'est que vous êtes en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Donc du coup, vous pouvez conclure directement avec la première loi de Newton. Ici. OK? Donc, ensuite, la deuxième partie de la question, elle est là du coup. Okay? En déduire la relation vectorielle. Donc en fait, la première partie, vous dites première loi de Newton. J'ai mon vecteur vitesse qui est constant, j'ai ma vitesse qui est constante. Donc, du coup, ma somme des forces extérieures est nulle, mes forces se compensent, et en plus, je suis en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Donc ça, c'était pour la question 14. Bon, il est long le sujet. Enfin, l'exercice déjà. Ok, données, force électrique. Donc là, on passe à la suite. Ok, très bien. Donc, force électrique FL exercée sur une particule de charge Q, donc force électrique égale Q fois E, où E est le vecteur champ électrique auquel est soumis la particule chargée. D'accord? Donc ça, c'est la définition de la force électrique ici. Ça, c'est la définition du courant. D'accord? Donc le régime stationnaire étant atteint, donc je remets juste, donc ça veut dire qu'on a passé les 0,6 secondes, on génère un fort champ électrique E qui induit l'apparition d'une force électrique FL qui s'ajoute aux précédentes, donc AP et AF. Donc Q15, reproduire la figure 6 ci-dessous sur la copie et représenter sans souci d'échelle le vecteur force électrique correspondant à la force électrique supplémentaire à laquelle la goutte d'huile chargée négativement est soumise. D'accord? Donc ici, ça c'est vraiment ce qu'on fait dans le cours sur champ électrique uniforme. Vous avez ici votre force électrique FL qui est égale à Q fois E. Donc là, ils ont été gentils, ils ont représenté déjà E, mais je vous rappelle que E est orienté vers les potentiels décroissants. Donc j'ai une plaque positive, j'ai une plaque négative, ça veut dire que E est orienté vers la plaque négative. Maintenant, ici, pour représenter la force électrique, il faut que j'ai le signe de cette charge, ici.
D'accord? Donc, on nous dit que la goutte d'huile, elle, est chargée négativement. Donc, ça veut dire que FEL est dans le sens contraire de E. Donc, ça, c'est ce qui est du sens. Donc, enfin, de la direction et du sens. Donc, le point d'application de la force électrique, bah, du coup, c'est sur la goutte. Hein. La force électrique s'applique sur la particule chargée. Donc, ça veut dire que la force électrique va s'appliquer ici dans le sens contraire de E, puisque votre particule, de toute façon, elle est attirée vers les plaques positives. Ici, donc on peut représenter, juste pour bien mettre en évidence comme ça, la force électrique FL. Ok, donc ça c'est pour la Q15. Ensuite, Q16, en déduire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Vous m'interrompez spontanément, vous me dites stop, est-ce que tu peux réexpliquer la question, est-ce que tel point, voilà. N'hésitez vraiment pas, sentez-vous libre. Donc Q16, comment on sait si Q est négatif? C'est dit là, c'est là qu'on l'a vu. Chargé négativement. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Q16. En déduire la nature du mouvement de la goutte quand un champ électrique suffisamment élevé règne entre les plaques du condensateur dans le référentiel choisi. Ok. Donc là, faisons un petit peu la synthèse. Donc juste avant qu'on ait le champ électrique, on avait ici donc le poids plus les forces de frottement qui valaient 0. D'accord? Donc on sait déjà que ces deux forces ici vont se compenser. Maintenant, on rajoute du coup la force électrique ici, donc FEL, donc on a une troisième force. Donc ce que je propose, c'est peut-être de réécrire du coup le PFD. Donc ça, c'était avant qu'il y ait le champ électrique. D'accord? Donc maintenant, on applique le champ électrique. Donc ça veut dire que si j'applique mon champ électrique ici, hein, je vais avoir une force supplémentaire qui est susceptible d'attirer du coup ma particule vers le haut. Donc je réécris ici ma deuxième loi de Newton en ayant potentiellement ici une accélération, enfin en ayant forcément une accélération, puisque avant j'avais mes forces qui se compensaient. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, on peut remarquer ici que cette partie ici, je sais que ça se compense. Comment tu fais pour très bien traduire les énoncés? C'est l'habitude. C'est la pratique. J'ai l'habitude en fait de traiter ces exercices. Donc depuis des années, on va dire, vu que je suis prof particulier depuis 6 ans, et ben du coup j'ai moi-même été en terminale, en prépa, en école d'ingénieur, etc. Pour ceux qui savent pas, donc moi je suis ingénieur de formation. Mais du coup, non, c'est juste le fait d'avoir beaucoup pratiqué, d'avoir beaucoup travaillé, qui fait que, en fait, quand je lis, ça me paraît clair, en fait, l'énoncé, on va dire. Mais je comprends que ce soit pas forcément évident, mais il faut juste vous entraîner, il n'y a pas de miracle. Plus vous allez travailler, plus vous allez être sur les lives, vous allez commencer à développer les réflexes et ça va être de plus en plus simple. Alors forcément, là, je suis en mode correction, donc je prends vos questions quand vous en avez. Mais après, moi, j'essaie un peu de dérouler l'exercice pour qu'on puisse tout voir. Donc je relis pas forcément 2 fois les questions, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, donc du coup ici c'est après E. Voilà, donc ça veut dire que je me retrouve avec force électrique ici. Donc je suis en train de déduire la nature du mouvement. Donc je vais décomposer FL, sinon j'ai pas de visibilité. Donc c'est égal à M fois A. D'accord? Et traditionnellement, ça ressemble à ce qu'on fait lorsque on travaille dans un champ électrique uniforme. J'ai mon accélération ici qui vaut Q sur M fois E. D'accord? Et je rappelle, Q est négatif. Quand Q est négatif, du coup, pour bien le matérialiser, vous pouvez mettre moins valeur absolue de Q sur M.
d'accord, pour qu'on puisse voilà, bien visualiser que l'accélération ici, eh ben, en fait, elle va être 1 dans la direction de E, 2 dans le sens opposé à E. Donc, en fait, mon accélération, si vous voulez, elle est comme ça, en fait. Donc, ce que ça caractérise ici, c'est qu'on a un mouvement qui est rectiligne, en fait. Qui est rectiligne et qui est... tac, mon accélération ici, du coup, est... Bon, mouvement, on a un mouvement qui est rectiligne. Bon, après, on est rectiligne dans le sens, du coup, de la plaque positive. D'accord? Mouvement rectiligne dans le sens de la plaque positive. Enfin, un mouvement rectiligne, pas dans le sens de la plaque positive, mais mouvement rectiligne vers la plaque positive. D'accord? Vers la plaque positive. Alors, mouvement rectiligne. Alors, le mouvement ici, il n'est pas du tout uniforme puisque j'ai une accélération. Avant, le mouvement était rectiligne uniforme parce que du coup, bah, j'avais appliqué ma première loi de Newton. Ok? Donc ici, mon mouvement, je vois que j'ai une accélération ici. D'accord? Et en fait, votre mouvement ici, il va forcément être accéléré, le mouvement. Parce qu'en fait, avant, je suis à l'équilibre. Enfin, je ne suis pas à l'équilibre. Mes forces se compensent. Et ensuite, je rajoute une force qui vient ici attirer ma goutte vers le haut, en fait. Donc, je vais avoir une accélération vers la plaque positive. Ici, en fait. D'accord? Donc voilà, vous pouvez préciser accélérer, mais du coup, pour pouvoir mettre accéléré, il faut vraiment expliquer ce que je viens de dire. Ok? Donc voilà pour cet exercice. Alors c'est la dernière feuille que j'avais, après c'est de la chimie. Bon, c'est un exercice, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais, il faut être bien solide. Hein. Faut être vraiment bien solide, faut être bien accroché, hein, c'est-à-dire faut vraiment connaître ces formules sur le bout des doigts, et il faut vraiment avoir un sens physique assez accru. Hein, on passe un peu de... Il y a plein de notions. Hein, vous voyez, ici, on vient vous demander des longueurs d'onde. Après, vous avez deuxième loi de Newton. En même temps, vous aviez électricité. Vous avez des équations différentielles, etc. Et on a cette partie-là qui est assez, en fait, physique. Au sens où faut vraiment bien comprendre ce qu'on dit, quoi. Ok, c'est-à-dire le fait de vous dire, il faut vraiment aller remarquer, ah oui, un saut ici, c'est un interligne, donc je vais me mettre à compter, c'est vraiment pas évident. Mais c'est un bel exercice, mais assez costaud, hein, assez costaud. Mais j'aime bien, moi j'aime bien du coup l'exercice, je trouve qu'il est intéressant, etc. Et je me dis, à l'époque de Millikan, on faisait déjà ça, donc j'imagine ceux qui font la mécanique quantique aujourd'hui. Merci beaucoup, Junie. Bon, après, moi, du coup, je suis pas vraiment une référence parce que, du coup, bon, moi, je suis prof particulier, je suis ingénieur en plus. Alors, je suis pas ingénieur en physique, hein, je suis ingénieur en génie industriel et en informatique. Donc, bon, moi, je suis beaucoup plus spécialisé en informatique et dans tout ce qui est industrie. Mais j'ai vraiment l'habitude, donc c'est un peu la triche parce que ça fait des années que je fais à peu près les mêmes exercices. Donc, forcément, quand vous me voyez faire, vous voyez que j'ai l'habitude, en fait, de ces exercices-là. Mais après, j'essaie toujours de prendre du recul pour pouvoir vous donner en fait la meilleure appréciation possible. Typiquement sur cet exercice-là, il fallait vraiment être bien solide. Déjà que c'est un chapitre qui tombe, qu'on étudie en général en diagonale. Là en plus, on a vraiment, enfin vous voyez, hein, là j'ai quasiment, je sais pas, j'ai combien de pages là, j'ai 6 pages en main pour un exercice. Voilà, faut vraiment aussi avoir une bonne mémoire, c'est-à-dire que les infos que vous lisez au début, vous faites vraiment comme moi. Voyez-moi, à chaque étape, j'ai les infos qui sont surlignées. Donc, lorsque je reviens, j'ai pas besoin de chercher. Et en général, j'ai très peu besoin de relire moi, parce qu'en fait, quand je lis une fois, je surligne les infos importantes, ce qui fait que quand je viens ici, relire ça, c'est rapide, parce que moi, je fais de la lecture rapide. Donc, on fait tac, 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 je relis mes infos, en fait. Ok ?
Donc voilà, bah, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous mettrai la rediffusion le plus rapidement possible. Donc je vais télécharger juste après le deuxième live du coup qu'on va avoir juste après le sujet, et après je vous posterai ça sur YouTube. Donc pensez bien à vous abonner sur YouTube. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas informés, on a également créé le groupe WhatsApp, d'accord? Un groupe WhatsApp déjà les groupes WhatsApp qui bossent à fond là déjà. Ils sont déjà en train de travailler tous les jours, voilà, ça pose des questions, ça envoie des exercices, on travaille. Donc pensez vraiment à rejoindre si vous voulez vraiment être étiré, vous voulez vraiment être challengé, ou vous voulez être accompagné, voilà, parce que moi je suis là dans le groupe, donc tous les jours, enfin je viens répondre à vos questions, je vous propose des choses à faire, etc. Ok, donc ça c'était pour la première partie du live. Bah, j'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui ont des évals, bah, j'espère que là vous vous sentez plus en confiance. Alors même si voilà, moi je suis allé un petit peu vite, voilà, parce que sinon on va finir très tard, et le but c'est de vous libérer aussitôt pour ceux qui veulent bien voir la fin de l'exercice mais qui ne peuvent pas rester plus longtemps. Donc là ce qu'on va faire, c'est que j'ai un quiz à vous proposer. Donc je vais me mettre sur le PC, donc c'est un quiz sur la mécanique. Donc si on a là qui sont dans le groupe WhatsApp, je vais repasser le quiz que je vous ai envoyé. Et du coup, bah, vous pourrez vous connecter, hein. Donc, alors vous préparez pour ceux qui veulent faire le quiz, ce sera en temps réel, donc je vais afficher les questions et puis vous pourrez répondre, etc. Donc si vous avez 2 téléphones, c'est bien. Comme ça, sur un téléphone, vous pourrez continuer à regarder le live, et sur l'autre téléphone, vous pourrez faire le quiz. Ou sinon, préparez un PC. Vous préparez un PC, comme ça, du coup, vous pourrez faire le quiz sur le PC et continuer à regarder le live. Ok? Donc pour ceux que ça intéresse, donc là je vais couper, je vais prendre mon PC pour démarrer du coup le quiz. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Ok? Pour la SVT, la synthèse, alors ça fait la dernière fois que j'ai fait de la SVT, ça remonte à tellement d'années, donc je suis incapable de t'apporter une réponse sans être sûr à 90% que je vais faire une erreur, je vais pas faire une erreur. Je suis vraiment désolé, Robin, j'ai plus aucune notion de SVT. Je pourrais peut-être donner des conseils de façon générale, un peu, hein, me renseigner sur les sujets, voilà, sur la rédaction, etc. Mais vraiment, on va trouver façon pour les SP. Alors, moi j'ai fait de la SI, info, physique, maths, grand oral et tout ce qui est présentation, etc. Ça, c'est bon. Mais du coup, on verra pour plus tard, hein, sur tout ce qui est SVT, si on peut pas trouver une personne qui est spécialisée en SVT ou une personne spécialisée en philo, etc. pour vous accompagner, comme ça on sera complet. Ok, donc du coup, voilà, restez, pour ceux qui veulent vraiment faire le quiz, restez connectés. Là, je vais redémarrer dans 2-3 minutes. À tout de suite.